c'est le must absolu de la semaine. La Palme d'Or du 76e Festival de Cannes. Vive le cinéma! Palmarès, c'est le podcast pour les curieux du 7e art. De Kurt Rajmé à Hollywood, de Martin Scorsese à Catherine Deneuve, dans Palmarès, on met tous les cinémas à l'honneur. Découvrez chaque semaine le résumé d'un film et pourquoi il a marqué le cinéma. Dans Palmarès, je vous parle de tous les genres de films qui ont marqué l'histoire du cinéma, y compris des plus récents. Dans cet épisode, il sera question d'un long-métrage phare de l'année 2016, au même titre que La La Land de Damien Chazelle. D'ailleurs, vous comprendrez plus tard que la comparaison n'est pas anodine. Place à Moonlight, le second long-métrage du réalisateur Barry Jenkins et sa trajectoire spectaculaire. Il a bouleversé le circuit des prestigieuses récompenses en passant d'outsider à grand vainqueur. En cause, la finesse de sa mise en scène et de son récit, centré sur le passage à l'âge adulte d'un jeune afro-américain d'un quartier pauvre de Miami. Le drame n'a pas de mégastar hollywoodienne à son casting, mais a permis à son réalisateur de se faire un nom. Vous avez peut-être entendu parler du remake du classique de Disney Mufasa le Roi Lion, sorti au cinéma en décembre 2024 ? Eh bien, c'est Barry Jenkins qui l'a réalisé. Mais revenons-en à Moonlight, à traduire par Le clair de lune en français. Il n'est pas question de rêve américain, au contraire. Jenkins mise sur une histoire sociale émouvante, mais pas larmoyante, filmée avec style et délicatesse, le tout divisé en 3 chapitres bien annoncés. 3 chapitres dédiés à l'évolution, sur une quinzaine d'années, d'un garçon d'un quartier pauvre de Miami, de ses 9 ans à la fin de la vingtaine. Et puisqu'il y a 3 périodes, il y a donc 3 acteurs. Alex R. Ibert, Ashton Sanders et Trevante Rhodes, tous révélés par ce rôle. Le choix de Miami n'est pas anodin. C'est la ville natale de Barry Jenkins qui lui rend hommage à sa manière sans la glorifier. Au contraire. Moonlight est surtout l'adaptation de la pièce semi-autobiographique In Moonlight, Black Boys Look Blue de Taril Alvin McCraney de 2003. Jenkins a d'ailleurs confié au dramaturge l'écriture du scénario, centré sur un garçon marqué à vie par une enfance difficile à la maison, mais aussi par le harcèlement de ses camarades et l'impossibilité de vivre au grand jour sa véritable identité. Chapitre 1. Little. Une longue voiture grise claire se gare. Un homme est au volant, il est seul. On devine rapidement son importance grâce à la petite couronne scintillante posée sur le tableau de bord. Il a une cigarette à la bouche, porte un t-shirt à manches courtes à motif, un bandana noir et des boucles d'oreilles. C'est Juan, joué par l'acteur américain Mahershala Ali, déjà repéré dans la série Netflix House of Cards. Ouais, ça va alors? Yo mon gars, ça va? C'est la routine? Ouais. C'est tranquille? Tout est là chez moi, si tu veux vérifier quoi que ce soit. Ça va les affaires? Ouais, et tiens, si tu veux, je te donne... Non, je veux rien. 2 hommes se tiennent à côté de lui. La discussion est presque banale. Ils parlent de comptes qui seront faits le week-end. Merci de m'avoir donné ma chance. Ces 2 dealers travaillent sous les ordres de Juan. Mais l'attention se porte autre part. La caméra suit un petit garçon qui court à toute allure avec un sac bleu sur le dos. Est-il en retard ? Cherche-t-il à échapper à quelque chose ? Ou à quelqu'un ? Allez, dépêchez-vous ! Il tente d'échapper à d'autres garçons, se faufile dans un immeuble, s'y cache, silencieux et apeuré. Un homme arrache la planche en bois qui remplace la fenêtre. C'est Juan. Qu'est-ce que tu fais là, mon grand? Hein? Tu parles pas aux étrangers? Ok. C'est cool. On est cool. Il tente d'initier un dialogue, mais n'obtient aucune réponse.
veux pas me dire comment tu t'appelles? Ils sont désormais dans un restaurant typiquement américain, assis face à face sur une banquette. Dis-moi où t'habites alors. Là encore, le dialogue ne prend pas. L'enfant ne regarde jamais droit devant lui, mais garde ses yeux dirigés vers le sol. Le silence suffit à faire comprendre l'immense tristesse qu'il semble vivre et à poser le cadre, sans trop de dialogue, avec des plans fixes. Il faut que je te ramène chez toi. Une vieille piquerie, c'est pas un endroit pour les enfants. Tu le sais, ça. Ok. Little monte en voiture avec l'homme qui l'a sauvé du bizutage. Ça va. T'as rien à craindre, là. Je vais te présenter ma copine, par contre. Ils arrivent devant une maison. Juan sort du véhicule pour annoncer à sa copine Teresa qu'il a trouvé ce petit garçon. Le personnage est incarné par Janelle Monáe. Ça va aller, mon grand. T'as pas à parler avant de te sentir prêt, ok? C'est elle qui, après lui avoir servi un repas, parvient à lui faire décrocher ses premières paroles. Il s'appelle Chiron, mais tout le monde l'appelle Little, et il habite dans le quartier de Liberty City avec sa mère. Très bien, Little. Eh bien, moi, je préfère t'appeler par ton vrai nom. Juan et Teresa s'imposent comme les figures parentales qu'il n'a pas chez lui, comme l'introduit la scène suivante. Le lendemain, Juan ramène Chiron chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé, Sharon? Pourquoi t'es pas rentrée à la maison? Hein? Une femme arrive devant la porte d'entrée de leur appartement du rez-de-chaussée. C'est sa mère, jouée par l'anglaise Naomi Harris. Elle a été vue dans le rôle de Money Penny dans les derniers films de la saga James Bond et aussi dans le biopic Mandela, un long chemin vers la liberté. Et vous, qui êtes-vous? Je suis personne. Je l'ai ramassé hier. Juan s'explique, il a trouvé Little chez les Camés sur la 15e, où il a été poursuivi par d'autres enfants. Les garçons l'avaient menacé. Il a eu peur, c'est tout. Il n'a pas voulu me donner son adresse avant ce matin. Eh bien, merci de vous en être occupé. D'habitude, il s'en sort très bien tout seul. Il sait comment faire. Liberty City, où vivent Chiron et sa mère, n'est pas vraiment présentée. Il n'y a pas de voix off dans Moonlight. C'est à travers ces personnages et leurs occupations que Jenkins en parle implicitement. Liberty City est pourtant bien connu en Floride. C'est l'un des plus gros quartiers qui rassemble la communauté afro-américaine de l'État. Il a aussi une réputation particulière à Miami avec des taux de pauvreté et de criminalité très élevés jusqu'aux années 2000. Oh, toi, t'es un sacré numéro, Sharon. Tu le sais, ça? Le quotidien de Chiron se dessine un peu plus dans l'appartement quand sa mère lui reproche d'avoir encore fui le domicile. Faut que tu rentres à la maison quand tu sais que je suis là à t'attendre. Tu comprends? L'enfant subit les reproches et les cris dans les deux sphères de sa vie, à la maison et à l'école. Hey, Little! Ça va, mon gars? Sur un terrain de jeu, le voilà pris à partie par Kevin, un garçon de son âge avec qui il s'entend bien. Il a un message à lui faire passer. Pourquoi tu les laisses t'embêter comme ça? Chiron ne doit pas se laisser embêter. Il doit montrer qu'il n'est pas une mauviette. Le film se déroule, et pourtant Chiron ne parle jamais. Le silence est constant, accentué par le bruit de l'environnement qui l'entoure, les vagues, les oiseaux ou de la musique. Une seule personne respecte Chiron. C'est Juan, chez qui il va chercher du réconfort en se rendant régulièrement chez lui, toujours en silence. Plutôt que de placer de la narration explicite dans son histoire, Barry Jenkins déroule ses plans encore plus parlants. Le réalisateur a une façon unique de filmer l'instant présent, un atout que je vous invite à admirer dans l'une des plus belles scènes du film.
Viens avec moi. Juan emmène Chiron sur la plage. Ils s'élancent ensuite dans la mer, dans laquelle on pénètre avec eux grâce à la caméra placée au même niveau que leur corps. Donne-moi ta tête. Ok. Laisse-la reposer dans ma main. Relax. Juan prend l'enfant dans ses bras, le soulève pour l'aider à flotter, lui promet de ne pas le lâcher et l'invite à profiter d'être au centre du monde. Comment tu te sens, là? Oui, tu y arrives. Plus athlétique. Il est protecteur, affectueux, donne à Chiron tout ce qu'il ne connaît pas au quotidien. Tu vas faire un très bon nageur. D'une certaine manière, ce moment suspendu scelle un lien entre eux. Comme de nombreuses scènes de Moonlight, celle-ci ne serait pas la même sans la bande originale omniprésente signée Nicolas Britell, depuis très associé à son travail sur la série HBO Succession. De retour sur la plage, une discussion plus profonde s'amorce, enfin. L'adulte veut partager avec Chiron son expérience d'homme noir. Je suis là depuis très très longtemps. Il évoque d'abord ses origines. Il vient de Cuba, un endroit où il y a plein de personnes noires, explique-t-il avec ses mots, tout comme ici, à Miami. J'étais un petit maigrichon assez sauvage, comme toi. J'aimais courir partout, pieds nus, quand la lune sortait. Face au silence de l'enfant, Juan partage une phrase que lui a lancée une vieille dame il y a longtemps. Je criais à tue-tête. Alors la vieille dame, elle m'a arrêté. Et elle a dit... Tu cours comme un fou, éclairé par la lune. Dans le clair de lune, les garçons noirs ont la peau bleue. T'es bleu. Et c'est comme ça que je vais t'appeler. Bleu. Cette phrase, Jenkins l'illustre en filmant les personnages de nuit au clair de lune. Un écho à l'affiche de Moonlight, sur laquelle le petit Chiron apparaît éclairé d'une lumière bleue. Je vous conseille d'ailleurs d'avoir les yeux bien ouverts pendant tout le film, parce que cette teinte bleue, parfois même violette, se retrouve tout du long. Eh, attends. Mets ça dans ta poche. Quand il ramène l'enfant chez sa mère, Juan souligne encore son attachement à Chiron en lui offrant un petit billet. Encore plus que la première fois, la mère est en colère. Allez, viens. Wow, une minute. À ce stade, rien n'est trop dit sur elle. Elle est encore un peu mystérieuse. Jusqu'à ce que le réalisateur nous donne à voir les coulisses de la vie de Chiron. Qu'est-ce qu'il y a, petit gars? À l'intérieur de l'appartement familial, un homme est assis dans le salon avec une bière. Il attend que la mère l'appelle. Allez! C'est son client. Un soir, Juan, qui fait le tour habituel du quartier, aperçoit la mère dans une voiture, installée sur le siège passager à côté d'un homme avec qui elle fume du crack. Vous faites quoi? Vous faites quoi, hein? Tout va bien, Juan. Merde! Ça va mais tu aller, sors de là. laisse-nous. Toi, tu fermes ta faisais gueule. rien. C'est quoi ton problème? Quand elle le confronte, elle le met face à un constat. Tu te prends pour quoi, toi, hein? Alors tu vas élever mon fils maintenant? Hein? Oui, elle se drogue, et oui, la drogue qu'elle consomme est celle qu'il lui vend. C'est bien ce que Tu l'élèves, toi? Tu vas continuer à me fournir? Hein? Elle sait que le dealer est en train de devenir pour son fils la figure paternelle qu'il n'a pas. T'as vu sa façon de marcher, Juan? Attention à ce que tu dis. Tu vas lui dire pourquoi les autres garçons adorent le frapper? Hein? Chez lui, Chiron ne fait que subir les cris de sa mère et s'échappe de plus en plus souvent chez Juan et Teresa. Ton amoureux est là. Salut mon grand. Est-ce que tu me parles aujourd'hui? Hein? Après de longs silences, il accepte de se confier à eux. J'ai vu ta maman hier soir. Je la déteste. Je suis pas étonné. Il a aussi une demande particulière.
il aimerait connaître la signification du mot « tapette », l'insulte proférée au quotidien par les autres enfants du quartier. Il veut savoir ce que cela signifie. Juan n'élude pas la question. Est-ce que je suis une tapette? Non. Tu peux être gay, mais ne laisse pas te traiter de tapette. Teresa, en figure maternelle de substitution, répond aussi avec le calme, la patience et l'amour que sa mère n'a pas, lui dit que s'il est homosexuel, il le saura. Le premier chapitre s'arrête brutalement et le deuxième, intitulé « Chiron », s'ouvre au lycée. L'adolescent n'est plus un enfant, mais il est toujours victime des insultes de ses camarades qui le bousculent dès qu'ils le croisent. À la maison, les choses n'ont pas non plus changé. Salut, non, je veux pas de toi ici ce soir. J'attends de la visite tout à l'heure. Le soir, il se retrouve chassé de chez lui par sa mère qui reçoit un client. C'est donc toujours chez Teresa et Juan que Chiron trouve de l'attention. Mais cette fois-ci, Teresa est seule à ouvrir la porte. Juan est décédé, mais l'adolescent est toujours le bienvenu, peut même rester dormir dans la maison qui l'a si souvent accueilli. Je te remercie, c'est gentil. Je t'en prie, Sharon. Tu sais que tu seras toujours le bienvenu ici. Ok? Toujours. Ouais. L'histoire semble se répéter. Sharon! Hé! Salut, maman. Mon bébé! À son retour au petit matin, la mère s'inquiète encore de ne pas l'avoir vu rentrer la veille. Hein? Quoi? Sauf qu'elle paraît encore plus désorientée et sous l'emprise de la drogue qu'il y a quelques années. C'est même à son fils, pourtant encore adolescent, qu'elle demande de l'argent donné par Teresa. Pourquoi? Toi, tu poses pas de questions. Tout ça, c'est mes affaires, ok? À l'école, les autres garçons l'appellent toujours Little, malgré son âge, et le traitent encore de tapette. Plutôt que de rentrer chez lui la nuit, Chiron erre dans le métro, s'y endort même. Son errance se poursuit de nuit sur la plage où il est rejoint par Kevin, le seul adolescent qui lui adresse normalement la parole depuis qu'ils sont petits. Content de te voir aussi? Qu'est-ce que tu fais là, mon gars? Ben, et toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est toujours ici que je viens fumer le soir. Ils discutent, partagent un joint. Cette brise fait vraiment du bien. Ouais, c'est vrai. À la moitié du film, il s'impose comme la personne de son âge à qui il accepte de se confier sur son quotidien difficile et ses émotions. Sérieux, des fois, je pleure tellement que j'ai l'impression que je vais finir par juste me liquéfier. Les deux adolescents finissent par s'embrasser, puis partagent un moment intime filmé avec délicatesse par le réalisateur. Chiron et Kevin sont assis, de dos. La caméra s'arrête enfin en plan serré sur la main de Chiron, qui agrippe le sable. Visiblement surpris par ce qu'il vient de se passer, Chiron s'excuse. Kevin, lui, répond qu'il n'y a pas de quoi être désolé. Deux adolescents homosexuels et noirs pourraient-ils s'afficher ensemble à Liberty City ? Il n'y a aucun suspense dans Moonlight, au contraire. Jenkins est là pour nous rappeler que la violence du quotidien règne dans tous les domaines et que vivre son identité au grand jour semble difficile. Et encore plus à l'école. Kevin, la seule personne qui semblait être son ami, est aussi un proche de la bande qui harcèle Chiron. L'un des leaders a une idée. Kevin doit tabasser Chiron. Yo, Kev. Celui-là. Frappe-le, Kev. Frappe cette saleté de tapette. Vas-y, t'attends quoi? Allez, vas-y, frappe-le. Kevin se retrouve donc face à lui. Le frappe à la tête. Te relève pas. Jusqu'à ce qu'il vacille et soit secouru par la sécurité du lycée. Après cet incident, le changement de tempérament de Chiron se remarque dans les plans qui suivent. Des plans serrés sur son visage,
quand il fond en larmes, puis chez lui quand il se regarde fixement dans le miroir de la salle de bain. Le 3e et dernier chapitre s'ouvre. Il s'appelle Black. Voici Chiron, adulte, une dizaine d'années plus tard, soudainement réveillé par un cauchemar. Là encore, les rappels du passé sont nombreux. Plutôt que des dialogues, Barry Jenkins fait tout passer par les images. Chiron est devenu un homme. On le voit au volant d'une voiture à l'allure incontestable, comme Juan quelques années plus tôt, et comme dans la sienne, une petite couronne trône sur le tableau de bord. Son attitude lui ressemble. Lui aussi fait le tour d'un quartier pour saluer des hommes, lui aussi a un pistolet à côté de lui. À un détail près, il porte des dents dorées, des fausses dents. Sharon, c'est ta maman. Il vit seul et ne répond pas aux appels de sa mère qui lui laisse des messages vocaux. Elle lui rappelle qu'Atlanta n'est pas une si grande ville et qu'il pourrait lui rendre visite. J'espère que tu te reposes, mon bébé. Et que tu viendras me voir bientôt. C'est donc en Géorgie, un état situé au nord de la Floride, que Chiron vit depuis les événements violents de son adolescence et où il s'est construit, là encore, un nouvel environnement violent. Non, il est tard. Je viens demain, ok, promis. Allô? Quand il croit que sa mère l'appelle une nouvelle fois, il se retrouve surpris par la voix de la personne à l'autre bout du fil. Hey, Black. Je veux dire... Sharon. Une voix familière qu'il n'a pas entendue depuis des années mais qu'il n'a pas oubliée. C'est Kevin. Il a eu son numéro par Teresa. Ça fait longtemps. Tu te souviens de moi, non? Ouais, je me souviens. 10 ans après le lycée, que sont-ils devenus? Chiron fait des conneries, comme il le dit. Kevin est cuisinier. Il a pensé à lui en entendant une chanson jouée sur le jukebox de son restaurant. Malgré tout, Chiron rend visite à sa mère qui se trouve en cure de désintoxication. Alors, comment tu vas? Ça va. Mais je dors mal. La caméra reste d'abord en retrait avant de s'approcher de leur table. Pour la première fois, mère et fille ont une vraie discussion. Tu parles à Teresa? Ouais. Comment elle va? Ça va. Ça va. Et toi, tu trafiques encore? Tu sais, je suis pas venue en Géorgie pour te voir tomber encore dans les mêmes ennuis, Sharon. Je m'en vais, laisse tomber. Non, non, tu vas écouter. Décemment. Hein? Toi? T'es sérieuse? Mais encore une fois, la mère enchaîne les reproches. Elle paraît fatiguée, affaiblie, mais lui montre enfin son amour. J'ai merdé. Oui, j'ai franchement raté mon coup. Je le sais, ça. Mais toi, t'as pas à avoir le cœur noir comme moi. Tu sais que je t'aime, Sharon. Mais t'es pas obligé de m'aimer. Dieu sait que je t'ai pas donné l'amour dont t'avais besoin, je le sais. Les larmes coulent sur le visage de Chiron. Elle est tremblotante, peine à allumer une cigarette. Plutôt que de répondre par des mots trop anecdotiques, il lui essuie ses larmes avant qu'ils se prennent dans les bras, pour la toute première fois. Viens ici, maman. Malgré son statut, Chiron respire toujours la solitude. A-t-il des amis? Une vie privée? Jenkins traduit ce sentiment en le filmant seul au volant de sa voiture pour un chemin plus long qui l'embarque à quelques centaines de kilomètres jusqu'à la Floride où il se gare sur le parking d'un diner.
L'ambiance est vintage, un jukebox passe de la musique. Le plan séquence filme son entrée dans le restaurant. Il avance doucement, tient ses mains dans les poches, une chaîne autour du cou, puis s'assoit au comptoir. Alors. Un homme arrive, demandant ce qu'il peut lui servir. Bonsoir. Vous allez bien? Qu'est-ce que je vous sers? Les visages apparaissent, ils se reconnaissent. Sharon? Kevin et Chiron se saluent d'une brève accolade. Ça alors, merde, pourquoi t'as rien dit? Assieds-toi. Un spécial du chef. Juste pour toi. Kevin est bien plus expressif que Chiron. Lui cuisine la spécialité du chef, s'installe en face de lui sur une banquette, amène même pour l'occasion une bouteille de vin, histoire de sceller leurs retrouvailles. Hey, ça fait une décennie que je t'ai pas vu. Tu vas boire avec moi. Comme toujours, Chiron n'amorce pas la discussion. C'est donc à son ami perdu de donner des nouvelles. Kevin est convaincu que cette personnalité ne lui ressemble pas vraiment. Il est peut-être la seule personne à oser lui dire. C'est quoi ces dents en or, man? C'est de la merde. C'est pas ça que t'es, Sharon. De la contrariété naît une discussion plus intime. Chiron demande enfin à Kevin pourquoi il l'a appelé. Quoi? Je te l'ai dit parce que ce client qui est venu est... Plutôt que de trop laisser ses personnages parler, Jenkins offre un moment suspendu. Il a mis cette chanson, man. Un bruit de pièces s'entend au loin, le jukebox se met en marche, la musique commence. C'est Hello Stranger de Barbara Lewis. Il n'a plus besoin de parler, les regards suffisent. Le moment est stoppé net par le bruit de la clochette qui se trouve au-dessus de la porte d'entrée. Il est temps de quitter le restaurant, de partir ensemble, puis d'entrer dans l'appartement de Kevin. Et voilà. Je t'en prie, entre. Fais comme chez toi. Tout en faisant chauffer de l'eau pour faire un thé, Kevin tient à savoir qui est vraiment Chiron. En quelques phrases, le film interroge enfin plus frontalement la question de la masculinité, d'abord du côté de Chiron. Pendant longtemps, j'ai essayé d'oublier. J'ai voulu oublier toute cette époque. Quand je suis arrivé à Atlanta, j'ai voulu changer de vie. Me rebâtir, repartir à neuf. Devenir qui je voulais. Oh, ok, alors t'es un dur maintenant. J'ai jamais dit ça. Mais alors quoi? Puis de Kevin. Mais dis-moi, toi, qu'est-ce que... Moi, j'ai jamais valu grand-chose. J'ai juste suivi mon chemin. Sans jamais faire ce dont j'avais vraiment envie. J'ai toujours fait uniquement ce qu'on attendait de moi. Et j'étais pas vraiment moi-même. C'était inévitable. Maintenant que la confiance est installée, il est temps d'aborder le souvenir qu'ils ont pris soin d'éviter jusqu'ici. C'est Chiron qui se lance. T'es le seul homme à m'avoir jamais touché. C'est toi, t'es le seul. Et j'ai jamais touché personne d'autre. Ils sont désormais assis côte à côte. Chiron a sa tête posée sur l'épaule gauche de Kevin qui lui caresse la tête. La seule véritable marque de tendresse reçue par Chiron depuis le début du film. Mais c'est sur Little, la version enfant de Chiron, suivie pendant tout le premier chapitre, que se termine Moonlight. Il se tient debout de dos, face à la mer, et son regard se tourne enfin vers la caméra. Une façon d'insister sur la quête identitaire d'un enfant, d'un adolescent, puis d'un homme qui a enfin accepté qui il était. Moonlight a marqué son public par son sujet et la sensibilité du traitement du réalisateur.
Barry Jenkins a lui-même été touché par la pièce de Terrell McCraney, dans laquelle il a trouvé des similarités par rapport à son enfance. Les deux hommes ont en effet grandi au même moment dans un HLM de Liberty City, à Miami, avec une mère toxicomane. Mais ils ne s'étaient jamais rencontrés avant le film. Moonlight s'est aussi retrouvé au cœur de l'un des plus gros quiproquos de l'histoire des Oscars. Même si vous n'aviez pas vu le film, vous vous souvenez peut-être des articles consacrés à cette bourde. Je vous explique. La cérémonie se termine toujours avec l'annonce de l'Oscar du meilleur film. En 2017, les mythiques Warren Beatty et Faye Dunaway sont apparus sur scène pour le remettre. And the Academy Award for Best Picture. Après avoir ouvert l'enveloppe, l'acteur a annoncé que La La Land de Damien Chazelle, qui faisait figure de grand favori, était le vainqueur. La La Land. Alors que l'équipe commençait à faire son discours sur scène, avec Ryan Gosling et Emma Stone, un homme a annoncé qu'il s'agissait d'une erreur et que le prix revenait à Moonlight. L'enveloppe de l'Oscar de la meilleure actrice remis à Emma Stone leur avait été donnée par erreur. I'm sorry. No. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight a aussi remporté l'Oscar de la meilleure adaptation et Mahershala Ali a gagné la statuette du meilleur second rôle. Un véritable symbole puisqu'il est devenu le premier musulman à être récompensé aux Oscars. Dans cette agitation, Barry Jenkins n'a même pas eu l'occasion de lire le discours qu'il avait préparé pour recevoir son prix, finalement partagé quelques semaines plus tard. Un message plein d'espoir et d'affection pour son personnage principal. Nous sommes ce garçon. Et quand vous regardez Moonlight, vous ne supposez pas qu'un garçon qui a grandi dans un tel endroit avec ce genre de famille créerait une œuvre d'art qui remporterait un Oscar. Le cinéaste s'est imposé comme une figure du cinéma indépendant avec ce film. La trajectoire de Moonlight a commencé au festival indépendant de Telluride dans le Colorado avant d'atteindre les sommets. C'est une consécration 8 ans après son premier essai, Médecine for Mélancolie, qui n'était même pas sorti en France. Si Moonlight reste difficile à comparer à une autre œuvre cinématographique, c'est parce que Barry Jenkins contourne les clichés qui caractérisent les films qui se déroulent dans les banlieues. Moonlight propose également un sujet peu traité au cinéma quand il s'agit de représenter les communautés afro-américaines, la découverte de l'homosexualité. En un peu moins de 2 heures, Moonlight questionne la virilité tout en évitant les écueils et sans jamais chercher à donner une morale ou à tomber dans le mélodrame. On ne peut donc que vous recommander de le découvrir ou de le redécouvrir pour son magnétisme. Après ce succès, Barry Jenkins a présenté « Si Beale Street pouvait parler » en 2019, adapté d'un roman de l'écrivain américain James Baldwin. Un signe de son engagement pour adapter davantage les œuvres d'auteurs afro-américains au cinéma. Voilà, vous connaissez tout ou presque de Moonlight. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Palmarès. Palmarès est une série produite par Energy Podcast, à retrouver sur l'application ou le site Energy rubrique podcast et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.